Vous est-il déjà arrivé de vous demander comment serait un monde dans lequel des machines arriveraient à lire dans nos pensées? Une espèce de détecteur de mensonges ultra réaliste qui divulguerait aux yeux du monde entier sans aucune censure toutes nos pensées, même les plus profondes. On pourrait littéralement lire dans chaque être humain comme dans un livre ouvert, un peu comme dans le jeu Watch Dogs, où il suffit en fait de pointer son téléphone sur quelqu'un pour savoir son nom, son âge, sa profession, ses activités, son humeur carrément. On voit des fois des petites annotations sur ses ambitions, ses peurs, etc. En bref, comment serait un monde où on connaîtrait instantanément les intentions de chaque être humain? Et si je vous disais que la science-fiction est en train de devenir une réalité? Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une avancée technologique incroyable dans laquelle une intelligence artificielle a littéralement réussi à lire dans les pensées d'un homme juste en analysant son activité cérébrale. Si je vous demande de ne pas penser à un éléphant rouge, vraiment j'insiste, je vous interdis de penser là maintenant tout de suite à un éléphant rouge. C'est trop tard, votre inconscient a déjà fait le boulot et vous voyez que certaines fois on peut être un peu esclave de ses pensées. Et bien aujourd'hui, des chercheurs japonais ont réussi à mettre en place une intelligence artificielle qui est capable de dessiner ce à quoi vous avez pensé, ce que vous avez visualisé, sans même vous le dire. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment fonctionne cette intelligence artificielle, quelles sont ses limites, quelles sont ses implications éthiques dans le monde de la vraie vie, et surtout comment des gens mal intentionnés peuvent évidemment s'en emparer pour restreindre des libertés individuelles. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos intitulée Agir ou crever. Installe-toi confortablement, casse la gueule du pouce bleu juste en bas et surtout écoute bien jusqu'à la fin cette histoire dans le but de tirer des leçons pour agir, survivre et se développer dans ce nouveau monde. Notre histoire commence avec ce tweet du 3 mars 2023 qui a déjà été vu plus de 6 millions de fois. Je suis sans voix. L'article n'a pas encore été examiné par les pairs, mais il a été soumis. Les images représentées ont été montrées à un groupe d'humains. Les images reconstruites sont le résultat d'une IRMF réalisée par Stable Diffusion. En d'autres termes, Stable Diffusion lit littéralement dans l'esprit des gens. Rien que ça. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette expérience japonaise? Deux chercheurs japonais de l'université d'Osaka au Japon, donc Shinji Nishimoto et Yu Takagi, ont mené une expérience intitulée High Resolution Image Reconstitution with Latent Diffusion Models from Human Brain Activity. Évidemment, tu as le lien de l'étude en description si ça t'intéresse. Pour cette expérience, ils ont utilisé la technologie d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, autrement dit l'IRMF. Cette technique, elle est très simple parce qu'elle permet de mesurer l'activité cérébrale en prenant en compte les variations de flux sanguin qui accompagnent en fait l'activité neuronale. Et pour info, la machine, l'IRM, ça vaut quand même plus d'1 million d'euros. Les participants de l'étude ont donc été placés dans cette machine, l'IRMF, et on leur a présenté une série d'images devant leurs yeux. Et justement, pendant ce même laps de temps, l'activité cérébrale elle a été enregistrée. Ensuite, les données recueillies ont été traitées à l'aide d'un algorithme d'apprentissage automatique qui a appris en fait à associer des schémas spécifiques d'activité cérébrale à des images particulières. Et si on prend l'exemple en fait de la rétinotopie inverse en neurosciences, avant on pouvait seulement déterminer si une personne avait visualisé une croix ou un carré justement avec l'imagerie par résonance magnétique, et en fait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle il est possible d'anticiper une vision mentale un peu comme si on pouvait s'imaginer un chat, un éléphant, et ça le reprojette quoi. Et ensuite ils ont couplé ça avec l'utilisation des services de l'entreprise Stable Diffusion qui est un modèle latent de diffusion texte-image qui permet en fait de générer des photos un peu photoréalistes, un peu à l'instar de Midjourney comme on connaît un petit peu plus chez nous. Midjourney c'est une intelligence artificielle qui te permet de générer des images avec seulement un prompt, donc avec seulement ce que tu as à l'esprit. Donc je te mets quelques petites images de ce que j'ai déjà pu générer, sachant que j'ai jamais su dessiner mieux que ça quoi. Mais là le résultat de la combinaison de l'IRMF avec l'intelligence artificielle, ça donne un résultat qui est tout simplement incroyable parce que c'est plus seulement à partir d'un prompt, c'est à partir de l'activité cérébrale. Même si les chercheurs disent que c'est pas parfait, ça atteint quand même une espèce de précision à 83% selon les calculs. Donc ça ne permet pas littéralement de lire dans les pensées, mais ça fait quand même froid dans le dos. Et maintenant que nous avons vu comment cette intelligence artificielle arrive à lire dans les pensées, on va voir comment on peut se servir de ça de manière positive dans la vraie vie. Cette découverte va littéralement être un bouleversement pour l'humanité entière et t'arrête quelques petites secondes, j'arrive déjà un petit peu à lire dans tes pensées moi aussi, le trash arrive, hein, t'inquiète, là on parle du positif un petit peu avant de voir le revers de la médaille. À l'instar du physiologue José Manuel Delgado qui a exploré les réponses du cerveau à la stimulation électrique en utilisant une sorte de technologie pour susciter la colère, l'anxiété, le plaisir, la somnolence et les mouvements involontaires chez des animaux et des êtres humains. En 1963, lors d'une expérience controversée menée en Espagne, il a démontré son contrôle de l'esprit sur un taureau en utilisant un petit boîtier émetteur
pour envoyer un signal radio auquel l'animal a répondu en arrêtant son attaque, en arrêtant de charger. Delgado a évidemment défendu sa recherche en affirmant qu'elle ne produisait pas de pensée spécifique ni ne poussait les sujets à effectuer des tâches complexes, évidemment, mais plutôt qu'elle pouvait contribuer à l'avancement des connaissances scientifiques au-delà du bien-être de l'humanité. Et sur ça, il a pas tort, c'est vrai, si on peut améliorer la nature des animaux et des êtres humains, c'est incroyable. On pourrait permettre à des personnes malvoyantes, aveugles, de pouvoir voir des images rien qu'avec leurs pensées. Ça changerait littéralement leur vie. On pourrait permettre à des personnes muettes de projeter leurs réflexions, d'illustrer ce qu'ils sont en train de penser rien qu'avec des images, et ça leur permettrait de participer à la vie commune. On pourrait permettre à des personnes sourdes d'entendre pour la première fois la voix de leurs proches, de leur famille. On pourrait permettre à des personnes atteintes d'Alzheimer de mieux stocker les pensées et de les synchroniser avec des illustrations adaptées à ce genre de pathologie. On pourrait permettre à des personnes atteintes de troubles neurologiques et psychiatriques à mieux les comprendre. Les médecins et les chercheurs pourraient directement aller dans les pensées pour mieux visualiser les problèmes des gens et leur apporter des solutions beaucoup plus efficaces, beaucoup plus personnalisées. On pourrait permettre à tous les élèves de toutes les écoles d'être réellement passionnés par l'éducation. Imaginez à quel point ça serait intéressant pour les professeurs de pouvoir comprendre, savoir quelles sont les pensées des élèves et les adapter justement au niveau de chacun pour que tout le monde ait son mot à dire, tout le monde kiffe son éducation. Les enseignants, ils pourraient adapter leur méthode à chaque élève et avoir vraiment une éducation personnalisée. Ça serait réellement révolutionnaire. Et ça, c'est possible que si l'éducation nationale n'interdit pas l'utilisation des intelligences artificielles. Hein, Sciences Po. On pourrait permettre à des personnes démunies, à des personnes pauvres de littéralement rebattre les cartes, de pouvoir exprimer leurs arguments, exprimer leurs opinions. Peut-être qu'ils n'ont pas, dû à leur éducation, dû à leur milieu social, tous les codes nécessaires pour construire une bonne argumentation et une bonne opinion, et ça pourrait littéralement rebattre toutes les cartes. Et on peut parler d'art et de créativité, je veux dire, il n'y a plus aucune limite à la créativité. Je te prends l'exemple de moi, depuis que j'ai découvert Midjourney, je peux passer des heures dessus à créer des images qui viennent de mon esprit, qui viennent de mes pensées, et j'ai cette satisfaction de me dire que cette image n'existe pas ailleurs sur internet, elle est littéralement originale, c'est mon œuvre, alors que j'ai pas besoin de prendre un crayon ou un pinceau, d'ailleurs je ne sais même pas dessiner, et j'arrive à créer des œuvres qui sont littéralement extraordinaire. N'importe qui peut devenir un créateur, un entrepreneur, un chanteur, un artiste, un rédacteur, un auteur, enfin bref, tu peux être qui tu veux dans ce monde. On peut tout simplement explorer l'infinie créativité de l'être humain et permettre à n'importe qui, qu'il soit handicapé, défavorisé, pauvre, je sais pas, en marge de la société, de pouvoir participer à la société et d'avoir sa place dans l'humanité parmi l'évolution en fait de l'être humain. Et ça créerait une sorte de super-humain 2.0. Et c'est justement ça le problème. Malgré toutes les améliorations éthiques qui sont possibles, c'est justement la quête de l'amélioration de la performance de l'être humain qui va poser problème si jamais cette technologie se retrouve dans les mains de personnes mal intentionnées. Et ça peut mener à des dérives immorales, antidémocratiques, voire pire, transhumanistes. D'aucuns disent que l'IA a des applications positives et éthiques dans ce monde, comme on vient de le voir dans la partie 2. Cependant, cette technologie, il faut qu'on en parle justement autour d'autres sujets comme la sécurité, la vie privée, la publicité, etc. Premièrement, on peut imaginer les implications en termes de surveillance. Si l'IA, elle peut littéralement lire dans nos pensées, qu'est-ce qui empêcherait les gouvernements ou les entreprises de nous espionner encore plus? C'est littéralement Big Brother qui est là en train de nous regarder, de nous espionner, de lire dans nos pensées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf que là, c'est plus des écrans, c'est directement dans notre tête. Ensuite, on peut parler de l'exploitation des données personnelles pour manipuler l'opinion et les pensées vers un certain courant de pensée. On sait déjà que les grandes entreprises utilisent les données des utilisateurs pour cibler des publicités en marketing. Non, imagine si elles pouvaient directement avoir accès à tes pensées. Là, ça commence à ressembler un petit peu à un cauchemar. Est-ce que tu t'es jamais posé la question de savoir si ton téléphone était sur écoute quand t'es tranquillement assis sur le canapé du salon familial en train de discuter avec ta mère sur l'idée d'un cadeau que tu peux offrir au petit cousin pour le Noël prochain? L'idée commune surgit, c'est une trottinette électrique. Génial, ça plaira aux gamins ça. Donc là tu vas qu'à tes occupations et le lendemain quand tu scrolles sur les réseaux sociaux tu vois une pub pour des trottinettes électriques Xiaomi alors que tu n'as même jamais tapé ce mot-là dans une barre de recherche Google. Et cette technologie, elle existe déjà, elle est déjà présente. Et évidemment les dirigeants nient en bloc les accusations de vol de vie privée, de violation des données personnelles. Tout ça n'existe pas, hein. C'est fait par l'opération du Saint-Esprit. Par exemple, le PDG de TikTok qui est passé récemment devant la commission américaine et qui affirme que son application ne permet pas à l'entreprise d'analyser les réactions du visage des utilisateurs pour leur proposer du contenu qui les correspond à 100%. Ouais, on va te croire, Loulou. Can you tell me right now, can you say
with 100% certainty that TikTok does not use the phone's camera to determine whether the content that elicits a pupil dilation should be amplified by the algorithm? Can you tell me that? We do not collect body, face, or voice data to identify our users. We do not. You don't? The only face data that you'll get, that we collect, is when you use the filters to have, say, sunglasses on your face. We need to know where your eyes are. Why do you need to know what the eyes are if you're not seeing if they're dilated? And that data is stored on your local device and deleted after use if you use it for facial. Again, we do not collect body, face, or voice data to identify our users. I find that hard to believe. It's our understanding that they're looking at the eyes. C'est vrai que sa gueule, il a pas l'air d'être honnête dans ce qu'il raconte. Imaginez des publicités ciblées seulement sur la base de vos pensées, même les plus intimes. En gros, il n'y a même plus besoin de demander à Internet quelles sont des idées de cadeaux pour le gamin de 7 ans au Noël prochain, puisque dans un monde pas si lointain, Amazon a déjà accès à tes pensées et sait déjà ce que tu veux acheter. Et puis, on va essayer de se défendre en disant que c'est une bonne chose, puisque si on a accès à tes pensées, on sait ce que tu aimes mais on sait aussi ce que tu n'aimes pas. Donc dans ce cas-là, on va pas te proposer des publicités que tu n'aimes pas. Donc c'est bien, t'auras un feed personnalisé. C'est une aubaine, non? Et du coup, c'est quoi le but de tout ça? Eh bien, le philosophe français Michel Foucault appelle ça le biopouvoir. Le biopouvoir, c'est une sorte de façon d'exercer le pouvoir sur un être humain tant qu'il est vivant, et entend par là que ça peut être une caste d'élite qui peut dicter en fait les codes de ce que c'est une bonne pensée, un bon comportement, une bonne santé, une bonne couleur de peau, une bonne ambition. Et je sais pas pour toi, mais moi ça me rappelle un petit passage de l'histoire du XXe siècle. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et le biopouvoir, ça peut littéralement dévier sur le biopolitique. Rappelle-toi du scandale de Cambridge Analytica, où Facebook en fait avait littéralement le pouvoir de pouvoir savoir ce que tu allais voter aux élections présidentielles, ou même savoir ton orientation sexuelle seulement avec tes likes et tes commentaires. En bref, les élites transhumanistes rêvent un petit peu la nuit de pouvoir contrôler justement la population via le biopouvoir et la biopolitique. Demain, il y a certaines choses qui pourront être accessibles qu'à une petite partie de la population en fait, qui pourrait littéralement payer pour accéder à cette pensée, un peu comme un péage dans la pensée. On le voit dans le film Elysium, les capsules qui permettent de soigner n'importe quelle maladie, n'importe quelle pathologie en quelques secondes, n'est accessible qu'à ceux qui ont les moyens d'être sur Elysium. Autrement dit, on peut s'imaginer que dans un monde pas très lointain, la santé n'est réservée qu'à ceux qui ont de l'argent, si ce n'est pas déjà un peu le cas. Tiens d'ailleurs, on va prendre un deuxième exemple de ce que c'est ce concept de c'est pour votre bien évidemment, mais en fait c'est pour vous voler encore un peu plus de liberté. Les radars urbains par exemple. On a des radars urbains en France qui sont en train d'être testés justement dans le sud de la France. Et puis au moment où je fais cette vidéo, Paris, la France, a autorisé l'usage de caméras biométriques pour les JO 2024, avec notamment la possibilité pour les caméras de pouvoir analyser ce qui se passe avant, pendant et après les JO 2024. C'est bien précisé sur l'article, après les JO 2024. Les caméras, elles sont faites pour les JO, mais on va pouvoir continuer à les utiliser après. Pourquoi? On va dire qu'en gros, les caméras biométriques, les radars urbains, c'est génial, c'est intelligent, c'est beau, c'est discret. Et puis ça permet par exemple de choper des petites infractions comme ça et de pouvoir mettre des amendes automatiquement. Et vu que le téléphone au volant, ça a causé pas moins de 16% des accidents mortels sur la route il n'y a pas très longtemps, ça peut être une bonne chose qu'il y ait des caméras qui détectent en fait les malfrats et leur mettent directement une amende. Et je te pose la question, comment ça se passera le jour où ces caméras biométriques, ces radars urbains seront en capacité de pouvoir lire dans tes pensées et de voir qu'en fait, t'as voté Marine Le Pen aux dernières élections présidentielles, ou que t'as liké une vidéo sur internet qui dit que le gouvernement Macron, il est légèrement corrompu, ça peut peut-être t'interdire, je sais pas moi, de prendre les transports en commun ou même ta voiture personnelle pour aller au travail, qui, je le rappelle, est censé nourrir ta famille. Et oui, si une intelligence artificielle est capable de lire dans tes pensées, ça pose une question sous-jacente qui est, qu'est-ce que c'est une bonne pensée? Des idées qui sont bonnes pour qui? Par rapport à qui? Pourquoi et comment, et qui fixe la bonitude d'une idée? Est-ce qu'on peut estimer qu'une idée qui va au-delà des 10 commandements de Dieu, est-ce qu'elle est mauvaise? Qui fixe la limite de ça? C'est les invités du Forum économique mondial? Oui. C'est Klaus Schwab? C'est moi. Yuval Harari? C'est Bill Gates? Est-ce que tu veux faire confiance à ces gens-là pour installer des caméras biométriques devant chez toi? Et pour conclure cette vidéo intitulée Agir ou crever, on va se poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire avec ces informations maintenant. Oui, l'intelligence artificielle n'en est qu'à ses prémices.
Non, elle n'est pas capable littéralement de lire dans tes pensées, aujourd'hui et demain. Qui sait quand est-ce que ça va arriver? J'ai pas la réponse à cette question, mais la seule chose que je peux t'affirmer, c'est que j'ai pas envie d'être le dindon de la farce quand tout ça sera développé à l'échelle mondiale et j'ai pas envie de me retrouver du côté de ceux qu'on va fliquer. Donc cette vidéo est un énième rappel que les lois et les règles ne s'appliquent pas à tout le monde, parce qu'on peut être sûr que les Klaus Schwab, les Yuval Harari et les Bill Gates, eux, ils auront pas de caméra biométrique chez eux, ni dans leur petite société pour eux. Ou alors, même s'ils en ont, les amendes, bizarrement, elles s'envoient pas automatiquement. Cette vidéo est un énième rappel que le biopouvoir est probablement l'objectif numéro 1 des élites mondialistes et qu'il est plus que temps de passer à l'action pour ne pas se retrouver du mauvais côté de la barrière. Pour aller plus loin, pour rejoindre une communauté d'hommes libres, pour développer des compétences et construire un réseau solide, je t'invite à rejoindre l'Académie des Libertés que tu peux trouver avec le lien qu'il y a dans la description. De l'autre côté, on va parler de toutes les informations qui vont nous permettre de comprendre les nouvelles technologies pour pouvoir construire un business en ligne, investir, devenir plus productif, etc. Dans le but évidemment de ne pas se faire avoir par les inconvénients de ces nouvelles technologies. On se dit évidemment à tout de suite de l'autre côté, sauf si évidemment tu préfères te faire gouverner par ces gens-là. Merci pour ton attention, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime, évidemment, pour mieux référencer cette vidéo, parce que j'ai comme l'impression que YouTube va pas trop la mettre en avant avec ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Commente cette vidéo seulement si tu as les capacités cognitives pour comprendre le monde qui t'entoure, et pourquoi pas partager cette vidéo à quelqu'un qui ne les a pas encore, et puis abonne-toi à ma chaîne YouTube pour... Non, mais ça c'est juste pour booster mon ego. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Grégoire, le vrai GSR, créons ta liberté, et n'oublie pas, agir ou crever, il faut choisir. Et toi, tu choisis quoi ?